Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais travailler un peu sur le tour. J'ai pour mon collègue de travail, dans son atelier de menuiserie, il a un tour à bois et j'ai des disques en aluminium à ajuster pour qu'il puisse fixer des pièces sur ceux-ci. Donc ça va être le petit projet de la journée. On va regarder ça ensemble. Voici donc les 3 disques en aluminium qu'il m'a fournis. Il n'a pas su me dire si c'était de l'anticorrodal ou pas. On va voir ça quand on les tourne. Donc le petit projet ici, si on veut, il a une prise sur son mandrin. C'est un one way. C'est un M33. Donc il a besoin que je lui fasse un trou au centre, taraudé en M33. Ici j'ai les tarots en 3 passes. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Pas que je dise des bêtises. Oui, il a besoin de 6 trous de fixation à équidistance pour pouvoir y visser, donc reprendre ses pièces en bois derrière. Et sur la périphérie de 4 trous en M10 qui passent donc entre les trous ici pour pouvoir y mettre une tige quand il doit desserrer la pièce pour qu'il puisse la séparer de la prise en M33. Donc voilà, l'idée, ça va être de tourner ces disques. Le diamètre n'a aucune importance. Donc je vais simplement nettoyer l'extérieur. Essayer de les amener les 3 au même diamètre. Faire un trou à 29,5 pour pouvoir tarauder un M33. Et puis après, il s'agira d'aller sur la fraiseuse pour donc faire ces trous ici. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il va mettre des vis en M6, donc vis à bois M6. Tête conique, donc je vais devoir fraiser pour que les têtes soient à fleur. Donc si j'ai bien compris le principe, là j'ai le moteur du tour, il y a un M33 qui sort, il vient visser ça dessus. Au préalable, il aura donc mis ses vis à bois et fixé sa pièce en bois pour qu'il puisse la tourner. Ok, on va aller voir ça sur le tour, comment je vais prendre ces pièces. Et on va attaquer. Eh ben, ça va être l'occasion d'utiliser mon petit mandrin 4 morts. Donc ce que j'aurais bien voulu voir, c'était là, je l'ai donc réglé, je viens juste de démonter la pièce que vous avez vue là dans le dernier film. Normalement je devrais être assez concentrique dans la fermeture finale, ce qui est le cas, donc je vais rien toucher pour l'instant. Je vais l'utiliser comme un mandrin 3 morts, c'est-à-dire que je ne vais pas me préoccuper de la concentricité pour la première fixation, puisque je vais simplement dresser la face et je vais donc nettoyer, enfin tourner au diamètre la périphérie. Je vais essayer de me prendre pas trop loin pour qu'ensuite je puisse inverser la pièce, renettoyer la partie ici. C'est là peut-être que ça sera intéressant d'avoir une bonne concentricité pour avoir si possible pas de différence sur la reprise. Dresser la deuxième face, percer mon trou à 29,5 pour pouvoir ensuite le tarauder. Ok. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être y mettre juste une petite colle derrière au départ pour me le mettre si possible bien en appui. Je viens juste là de remarquer un truc assez sympa. Il y a sur le bord du mort un petit décrochement là, qui permet simplement de faire un appui avec la pièce, donc pas besoin de s'enquiquiner avec des colles à l'arrière. J'ai pas ça sur mes mandrins, sur mon lieu de travail. Là, ça m'a l'air d'être juste conçu pour. Donc, ils ont chacun le petit épaulement là sur les 4 morts. Donc, je vais venir en appui là avec ma pièce. Et c'est tout bon. Ah, regardez-moi ça, c'est juste magique. On se met en pression, on serre. Et c'est bon. Parfait.
Je vous fais vite une petite présentation de ce tour, puisque ça fait un moment peut-être que j'en parle, mais que j'ai jamais vraiment pris le temps de vous le montrer comme il faut. Donc c'est un tour que j'ai pu récupérer, qui avait un problème de boîte. La boîte des avances était explosée, et donc il y avait en fait à l'intérieur deux engrenages, 3 même d'endommagés, un axe. Donc il a en fait 1000 mm d'espace entre les contrepointes. C'est un tour des années, fin des années 50, début des années 60. Un moteur de 5 chevaux et demi. C'est un beau tour. Donc ça valait la peine de le récupérer et puis d'investir un petit peu de temps et au départ d'argent aussi pour refaire cette boîte des avances. Parce qu'au départ, je parle de ça il y a 3 ans et demi, j'avais pas encore, faut le dire concrètement, acquis les connaissances pour me lancer moi-même dans la réfection d'engrenages. Donc je suis allé voir une école de mécanique ici dans ma ville. Et j'ai donné à refaire toutes ces pièces dans l'atelier des 4e années, donc ceux qui sont en dernière année d'apprentissage. Le gars a mis 2 ans et demi avant de commencer le travail. 3 mois pour me réaliser les pièces et tout content quand j'ai donc payé cette réparation. Je suis revenu dans mon atelier, j'ai remonté ma boîte et en fait il n'y a rien qui fonctionnait, les cotes sur les engrenages n'étaient pas respectées et pourtant je lui avais donc donné les pièces d'origine, endommagées mais il pouvait prendre les cotes dessus. Donc je suis retourné là-bas, pas très content, et puis depuis, enfin ça fait plus d'une année, j'ai eu aucune nouvelle donc de l'école, le gars m'a pas rappelé, il a rien refait. Donc voilà. Petit peu ras-le-bol. J'ai décidé d'entamer moi-même la réparation de la machine. C'est un petit peu une des vidéos que vous voyez là quand je refais les engrenages. Ben, c'était donc les pièces qui allaient dans cette boîte. Voilà, au final, j'ai donc réussi à refaire cette boîte. J'ai trempé moi-même mes engrenages, j'ai fait un revenu et j'ai remonté cette boîte. Il y a eu d'autres petites péripéties en remontant la boîte. J'avais donc, je vais passer devant que vous me voyez un petit peu. Si on veut, ici on a les leviers, c'était donc à l'intérieur à ce niveau-là, les engrenages étaient endommagés. Et donc le fonctionnement ici, on a une petite fourchette à l'arrière qui engraine une petite pièce plate qui est crénelée, qui revient sur le pignon là, du levier. Et en remontant la boîte, j'étais juste décalé, pas autant que ça, quand j'ai dû sauter une dent à l'arrière. Ce que j'ai pas vu au remontage, pourtant j'ai testé manuellement, ça avait l'air de tourner. Mais il y avait une fonction, enfin je pouvais pas, il y a un moment où je croisais 2 vitesses, donc voilà, il y avait un problème, je ne pouvais pas utiliser toute la plage des avances. Une fois que j'ai remonté la boîte, j'ai vu qu'il y avait une fuite d'huile au niveau ici de la barre de transmission, donc du on-off. Le on-off, hein, donc pour allumer et éteindre le tour, c'est sur cette barre, celle-ci elle passe au niveau d'huile. J'avais une grosse fuite d'huile ici. Donc la boîte avait tendance à se vider plus que rapidement. Donc voilà. La deuxième étape a été de se dire je vais prendre le temps et je vais redémonter tout ça. J'étais obligé bien évidemment, donc j'en ai profité pour changer les joints, sortir la barre, étanchéifier ici aussi plus correctement là, les 2 logements. À l'intérieur, on a des joints qui permettent le coulissement de tout ça, de sortir et d'entrer les boîtes. C'est aussi au-dessous du niveau de l'huile, donc j'avais aussi une légère fuite ici. Donc bon an mal an, j'ai redémonté une 2e fois ma boîte, si ce n'est pas une 3e. Pour avoir quelque chose de correct. Voilà. Donc après, ceci fonctionnait. Et j'ai eu des soucis, plus que des soucis, j'ai eu un court jus sur une phase. Donc lorsque je le mettais en route, j'ai le FI qui pétait, qui sautait. J'ai des connaissances plus que légères en électricité. Donc j'ai réussi dans mes tests merdiques à cramer le moteur. Si. J'ai pas honte de le dire, je suis très mauvais. Là encore, mon collègue de travail Pierre, merci à lui, avait un moteur 5 chevaux et demi chez lui. Il me l'a donné. J'ai changé les roulements sur son vieux moteur qui était un tout petit peu, voilà, ça faisait un petit peu de bruit. J'ai monté une fois, démonté, changé les roulements. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai toujours pas solutionné la problématique du court jus sur la phase. Donc à l'arrière de ce tour, il y a un panneau électrique avec des relais mécaniques et autres, puisque c'est un bivitesse qui était
Enfin bref, il y a un panneau électrique à l'arrière assez complexe. Ma seule solution, puisque je ne voulais pas encore faire venir un électricien professionnel, ce que j'aurais dû faire dès le départ, on va l'admettre, j'ai acheté un variateur de fréquence. Donc celui-ci m'a permis de supprimer toute la partie électrique complexe du tour à l'arrière. J'ai branché directement le moteur sur le variateur de fréquence, externalisé celui-ci, et depuis le tour est en fonction. Donc j'ai conservé, si on veut, la pleine fonctionnalité de celui-ci, avec l'avantage d'un variateur de fréquence qui permet de, si on veut bien, de se caler sur une plage de vitesse au milieu des possibilités du tour. Il fait de 16 à 1500, je me mets généralement de 375 à 750. Et avec le variateur, j'arrive à faire toute la plage sans changer de vitesse, ce qui est bien sympa. Voilà, donc ça fait quoi, peut-être maintenant 3 mois, je ne sais plus exactement qu'il est vraiment fonctionnel et puis que je le redécouvre après l'avoir utilisé il y a de ça 4 ou 5 ans. Ok. Donc là, c'est le petit panneau externe. Donc c'est un variateur de fréquence chinois, donc le panneau en lui-même est plus que léger, hein, c'est du bon marché. Le potentiomètre ici est tellement léger que je l'ai supprimé, je l'ai ôté de ses fonctions, j'en ai remis un à l'extérieur un peu plus solide, un bouton d'arrêt d'urgence. Là on a les changements de vitesse donc pour la broche, donc de 16 à 1500. Étant donné que le variateur de fréquence, je l'ai un tout petit peu boosté, il va jusqu'à 60 Hz, donc je dépasse les 1500 tours minute si on veut bien. Si je le mets sur la vitesse ici, donc 1500 et que je pousse le variateur, il faudrait faire des petits calculs, mais je pense que je ne dois pas être loin des 2000 tours minute. Là on a la plaque signalétique pour tout ce qui est avance. De la fameuse boîte qui était donc endommagée. Ici on a la mise en route ou pas de la pompe à eau. Pour l'instant je ne l'ai pas remise en fonction. Là j'ai mon petit brumisateur copie Noga chinoise qui fait bien son effet. L'interrupteur principal pour allumer ou éteindre le variateur. Et puis là, si je vous fais le... Alors, c'est vrai que si je compare avec mon tour au travail Made in China, là on a une finesse sur les manivelles et sur le... Il y a absolument pratiquement, enfin, je dirais, aucun jeu de backlash là, sur la vis. C'est juste pur bonheur à utiliser ces manivelles. Donc c'est un Kern D20. Je n'ai pas vraiment été voir la plaque signalétique pour vous donner l'année exacte. Donc je trouvais sympa de garder le commutateur sur le côté. C'est pour ça que je me suis enquiquiné en fait à récupérer l'interrupteur qui... Celui-ci il est au bout de la barre qui traverse donc la boîte, passe sous le niveau d'huile. Et derrière le capot ici, j'ai l'interrupteur mécanique qui permettait de faire les 4 vitesses, donc 2 en avant et 2 en arrière. Voilà. Ce tour. Je vais tester un petit peu. C'est vrai que j'ai acheté quelques porte-outils avec des plaquettes DNMG. J'aime bien utiliser généralement celui-ci, le WNMG. C'est l'occasion de voir lequel va le mieux aller. Donc là j'ai la possibilité justement de tourner ces plaquettes et d'utiliser les 4 angles. Donc à voir, il y a le choix en 3 porte-outils. Donc là je teste celui-ci, DNMG.
375 tours minute. Mise à 0 du Z. Ça m'a l'air d'être de l'antipodal. L'avantage, c'est que lorsque je me rapproche du centre, eh bien, je peux augmenter les tours, hein, puisque le diamètre diminue, on est censé tourner plus vite. C'est l'avantage du variateur. Belle finition. Voilà, ma face est dressée. Donc je vais même pas... J'essaierai peut-être sur le prochain disque un autre porte-outil pour voir la différence. Ou l'autre face. Ah, c'est sympa. Ok, alors maintenant le diamètre extérieur. Là je peux aussi essayer le DNMG. L'autre forme, donc l'autre angle de la plaquette DNMG. Alors là, ça va être au max, pas plus loin. Mettre un 0 ici, oui, Z. À 0,8. Et quand on passe, allez, de 6 dixièmes. Pas suffisant. Ouais. Je vais juste tester en fait ma WNMG pour voir si... Alors ce sont des plaquettes, elles sont plus à mon avis pour l'inox. Hein. J'ai pas vraiment le jeu de plaquettes dédié pour l'aluminium. C'est un peu passe-partout là. Et 5 dixièmes. Là, vous avez les deux états de surface, d'accord? Donc là, je suis en train de... Je me suis arrêté au milieu pour qu'on puisse voir un petit peu la différence, mais c'est assez flagrant, je pense. Donc, je vais continuer avec mon WNMG. J'aimerais juste aller le plus loin possible, mais sans exploser quoi que ce soit. Là, je suis à 2 mm du mort à peine. Donc il ne faut pas se louper dans l'arrêt des machines, hein. Surtout que sur ce vieux tour, il y a zéro protection sur la rotation de la broche et encore moins de frein au pied. Donc quand ça part en éclat de rire, ça fait mal.
Juste faire une marque là. Allez, petite passe de finition, on va monter un tout petit peu la rotation. Le diamètre extérieur est absolument pas critique, il n'a aucune importance. Maintenant, vu que j'ai 3 pièces à faire, c'est toujours sympa de se mettre un petit challenge, essayer d'arriver à faire les 3 dans le même diamètre et de se rapprocher si possible le plus près, ouais, d'être le plus précis dans la réalisation du diamètre. Donc là, en sortant mon micromètre, pas évident sur l'alu, c'est pas comme l'acier, on sent pas le crissement du micromètre sur le matériau. Je serai à 98,81. Je sais pas si on y voit correctement. Alors on va essayer d'amener ça à 98. 98 ou 98? Grande question. Quand je dis que ce tour est un pur bonheur, j'ai pas d'affichage digital, donc c'est tout à la manette, mais c'est impressionnant par rapport à ce tour chinois que j'ai au travail. Donc si on veut bien, hein, je me suis mis à 0, j'ai pris mes 8 dixièmes et un tout petit peu plus, puisque j'avais un 81. Je tombe nickel. J'y crois pas. J'ai jamais réussi à faire ça sur les manettes avec le tour chinois. Hein. Impossible. Puisque Pierre ne m'a pas donné non plus de dimension externe, je vais donc laisser la pièce comme elle est là. Je vais faire mon trou à 29,5, je vais tarauder. Et ensuite, je vais la retourner et je vais carrément supprimer cette partie-là, les 4-5 mm que j'ai là, pour avoir une pièce propre, avec une face bien dressée et sans reprise sur le diamètre extérieur. De toute façon, si je fais une reprise sur le diamètre extérieur, ça va se voir, ça va être moche. Donc je vais y aller comme ça, je vais attaquer le trou. Ça perd des popettes.
monter une barre d'alésage avec les mêmes plaquettes WNMG que j'ai sur Sport Outils. Je vais peut-être prendre le temps une fois de vous montrer ce que j'avais acheté sur ce marché AliExpress. Donc c'est tout du matos chinois. Le budget n'étant pas très large pour un atelier pour faire du hobby. Juste par point de comparaison, si je prends ce porte-outils ici, eh bien le porte-outils coûte 12 francs suisses. D'accord. La plaquette, là j'ai pris un jeu de plaquettes, il y a donc forcément comme d'habitude 10 plaquettes. J'en ai eu pour 27 francs les 10. Ça fait déjà un petit moment que je l'utilise celle-ci. Hein. J'ai donc travaillé mon acier fortement chromé, là le 4140. Enfin je veux pas mettre en avant le matos chinois. On est bien d'accord que si je pouvais acheter du matos Made in Europe, ça serait sympa pour ceux qui bossent chez nous. Et voilà, les prix étant ce qu'ils sont et le budget étant ce qu'il est, j'ai tout pris là-bas et ça fonctionne très bien. Donc là, je suis toujours moi dans un alignement, on va dire à l'œil. Vous voyez pas forcément, mais sur mon chariot, là, il y a des repères qui seraient donc à 90 degrés par rapport à ce que j'ai besoin d'être. Donc à l'œil, je fais juste un repérage et je bloque. Alors, ouais, il va falloir que je prenne. Ça va être limite là, mon histoire. Limite, c'est même pas dit qu'elle passe. On va voir, suivant le diamètre que je prends, ça va faire juste l'ouverture qui me manque. On va essayer ça. J'ai déjà mesuré le diamètre existant pour être sûr. Une épige télescopique, comment on appelle ça? 25, 11. Ok. Là, je prends une passe de 2 mm sur le diamètre, juste pour voir si ça va me permettre de rentrer le support de la plaquette. Donc, je vais faire une avance à la main. Juste. Donc là, j'ai pris 3 mm. Je devrais être à 1 mm de ma cote. Allez, c'est tout bon. Je vais faire une entrée là à 45 degrés pour faciliter le taraudage. Et on va essayer de tarauder ça. M33, première passe. Je vais utiliser là mon aide au centrage
mettre ça dans ma poupée mobile et pousser derrière. J'ai pas le tourne à gauche là qui a le carré, donc je vais faire ça avec une clé à fourche ou une clé anglaise et on va voir ce que ça donne. Un petit peu de WD-40. Chercher ma clé à fourche. Mettre une vitesse plus lente sur le tour pour bloquer le mordant. Si c'est nécessaire que je coupe le copeau ou pas. Ce que j'essaie de regarder, c'est ici là que vraiment je reste concentrique là. Parce que dès qu'on part un tout petit peu de travers, c'est juste irrécupérable. Je sais pas si c'est visible sur la caméra, mais il y a un tout petit peu là de perte de concentricité. Alors c'est aussi au fait, à mon avis, que je force en étant en haut. Et si j'avais effectivement le bon outil pour pouvoir tarauder, à savoir avec une barre des deux côtés, ça compenserait le fait que je force que d'un seul, et que je le descendre. Je disais que c'était du 22, mais je suis un petit peu salaud là. C'est plutôt du 1. Ah. Quand même mieux. Ce sera intéressant de voir peut-être pour les suivants si je vais pas augmenter ma cote de diamètre. Là je suis à 29,5. Précis, je sais pas. J'en viens même de... Je viens même d'aller vérifier sur mes tabelles si j'avais bien percé au bon diamètre, parce que nom d'une pipe, c'est d'un difficile et d'un dur, je vous dis même pas. Adam Booth, tu pourrais pas venir là avec ton matos pour me donner un coup de main? J'en chie. Alors, je serais curieux de lire vos commentaires, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire, ou je sais pas. Ce que je vais faire, je vais déjà le ressortir une fois encore pour aller nettoyer là-bas dedans. Parce que c'est trop difficile. Augmenter un tout petit peu mon diamètre de perçage. Je crois que ça serait judicieux parce que là, c'est quand même pas possible que ça soit dur à ce point-là. J'en arrive à la conclusion que sur un tour mécanique, on ferait mieux de faire un filetage M33 avec un porte-outil que de vouloir s'obstiner à transpirer sur un tarot, surtout sur un gros diamètre comme ça. Alors, je vais changer donc mon fusil d'épaule
Et je vais essayer de déjà retomber avec mon outil à plaquette dans le pas qui vient d'être commencé pour ne pas perdre cette pièce. Donc ça va être l'étape d'après. On va finir ça à la méthode conventionnelle sur un tour. Ça sera moins dur. Donc là j'avais un petit porte-outil pour taraudage interne avec une plaquette AG60. Mais sur M33 on a un pas de 3,5, donc elle ne va pas y aller. Je vais donc utiliser cette vieille barre Ifanger qui a donc une tête rapportée avec un profil à 60 degrés. Ça devrait le faire. La suite de l'étape, ça va être donc de changer mon angle. Là, je suis à 30 degrés, donc ça serait pour un taraudage externe. On est de toute façon à 30 degrés, on est bien d'accord, mais 30 degrés dans ce sens-là, c'est parce qu'on va pousser sur la gauche quand on est à l'extérieur. Et comme là, je vais tarauder à l'intérieur et que je vais devoir pousser dans ce sens, je vais incliner mes 30 degrés ici, pour que je puisse tirer comme ceci. Je suis en train de faire n'importe quoi là. Et vraiment n'importe quoi là. Alors, là, j'y vois déjà nettement moins bien. Donc j'amène un petit peu de lumière par là. Je suis juste surpris là sur mon échelle graduée qu'il n'y ait aucun repère pour pouvoir prendre justement la tourelle dans ce sens-là, si on veut faire les filetage internes. Donc j'ai trouvé absolument aucune graduation qui remonterait là sur la tourelle. Donc je me suis pointé un tout petit peu de manière empirique là avec mes... Donc juste pour vous montrer qu'avec les moyens du bord, pour reprendre un angle à l'aide d'une fausse équerre, qui a juste le nom d'une fausse équerre, donc en bois fabriqué, on se dit mais il n'y a aucune précision là-dessus. Tant qu'on a deux arêtes bien rectilignes, on va dire, en se mettant donc avec la tourelle sur les 30 degrés juste, et en plaquant donc ma fausse équerre sur le bâti là, donc il faut faire attention de bien être bien plaqué. Si on a un angle en haut ou en bas, ça va fausser le repérage. Et à l'aide de l'œil, de faire correspondre l'arête de la fausse équerre avec par exemple le bord ici des coulisses là. Donc là on a une arête bien droite. Donc simplement en étant bien plaqué, quand on fait correspondre donc ces deux arêtes à l'œil, déjà je règle ma fausse équerre juste par rapport à ce que je vois donc entre les deux concordances. Et ensuite je procède de la même chose de l'autre côté, sauf que là j'aurais bien évidemment au départ pas les graduations, donc je viens bien me plaquer en faisant attention de bien être donc à 90 degrés, hein. Si je suis en haut ou en bas, c'est pas juste. Et à l'aide de mon œil, je vais faire correspondre là aussi les deux lignes. Je vais regarder juste si vous voyez ce que je parle là. Donc ici, j'ai une arête bien droite. Et là, j'ai une arête bien droite. Et là, je pense qu'on est facilement au demi-degré près. Maintenant, une fois que j'aurai le même outil avec un affichage digital de l'angulation, ça sera peut-être une manière plus finale et plus, disons, comment est-ce que je vais dire ça, rassurante du résultat. Mais je suis assez confiant là qu'à l'œil, j'ai une bonne inclinaison. Donc après avoir réglé ma
mon outil, ma tourelle et la bonne inclinaison, il va s'agir de mettre l'avant sur le bon pas. Donc il s'agit d'un pas de 3,5. 3,5. Ma vitesse C doit être sur l'enclenchement numéro 2 et la D sur le 6. C2, D6. C'est donc ici que ça se passe. C2 au fond à gauche. D6 au fond. Première à droite. Je vérifie quand même. D6. C2. Voilà, la vitesse d'avance qui est réglée. Le setup. J'ai pas d'outil à retomber dans le pas sur mon chariot. Ce qui veut dire que je vais être obligé d'engager ma vis mère et de rester engagé. C'est là où l'utilisation avec le variateur de fréquence est assez sympa, c'est que le stop se fait relativement facile au potentiomètre et puis on peut varier un petit peu la vitesse. Donc voilà, c'est comme ça que je vais démarrer tout ça. Donc la démarche va être d'essayer de me reprendre dans le début de la formation ici du filetage pour ne pas perdre cette pièce. Je vais me rapprocher, je vais vous rapprocher, on va regarder ça plus en détail. Alors vis mère engagée, j'enclenche la rotation, l'outil donc avance. Je stoppe la rotation. Et maintenant, à l'aide de mes manivelles, je vais venir rapprocher l'outil. Je me méfie juste là, non c'est bon. Mon X. J'essaie moi aussi de profiter de l'écran parce que ça zoome plus que mes lunettes. Donc là, je suis un petit peu loin, ce qui veut dire que je vais... Donc là, je suis avec le Y. Il me semble être au milieu du filetage. On va rester comme ça. J'ai remis à 0 le X et à 0 le Y. Donc la prise de passe se fait que sur le Y. Donc c'est celui qui va amener l'outil contre moi. On va regarder ça de visu, ça sera plus facile que des explications longues. Comme mon outil maintenant est au contact de la pièce d'alu au fond du premier filetage, celui-ci n'est pas très important. Je suis à 0 partout. Je vais démarrer pour aller faire un scratch sur toute la longueur de la pièce. Ça me permettra déjà avec mon petit appareil à mesurer les pas, voir si je suis bien engagé dans mon pas de 3,5. Et après je vais gentiment aller plus loin. Donc là c'est parti, je suis à 0 sur le X, 0 sur le Y. Avec l'aide de mon variateur, je mets en route. Je gratte sur toute la longueur. Là, je vois que j'ai un copeau qui se déroule, donc il y a eu une prise de passe. Je m'arrête, je dégage avec mon X, donc je pousse sur le fond, j'inverse ma vitesse et je ressors. Donc la vis mère est toujours engagée. Voilà, donc là j'ai fait une belle raille sur tout le long. Je vais aller mesurer ça avec mon petit outil. Où est-ce que je suis? 3,5. Je vais aller le présenter. Je ne suis pas très à main. On enlève simplement le porte-outil. Et je suis bon. Donc ça c'est bien.
Je me remets donc à 0 sur mon X et je peux faire une légère prise de passe avec mon Y. On va dire 1/10. Je suis dans la bonne vitesse. Je avance. Hop. Je me redégage. Inversion. Remise à 0. Prise de passe. Je dégage. Inversion. Je ressors. Donc je vais continuer comme ça gentiment. Et une fois que je me rapproche de ma cote, je vais vérifier ça tout simplement avec mon beau tarot M33. Donc celui de la passe numéro 3. C'est lui qui va me faire ma pige de test. Donc remise à 0 du X. Prise de passe avec le Y. Et c'est parti. Inversion, échappement. Remise à 0 du X. Prise de passe. On échappe. Inversion. Faut être bien à son affaire. Donc là, je viens de mettre la caméra en route. C'est là généralement qu'on fait des bêtises. Je regarde juste, ouais. J'ai donc fait actuellement 2 rondelles sur 3. Petit retour d'expérience sur la première qui doit être celle-ci. Lorsque donc je me suis décidé à faire mon filetage autour, j'ai voulu tester le diamètre, enfin la cote du filetage, on va dire, uniquement avec le tarot passe numéro 3. C'était une erreur de ma part parce qu'en fait, il y a un moment, il rentrait pas, puis j'étais trop généreux sur ma dernière passe, et résultat final, j'ai trop de jeu. Donc sur celle-ci, je suis pas très satisfait du tout du résultat. Maintenant, bon, je vais tester ça sur le tour à bois de pierre, voir si elle va quand même. Étant donné qu'il y a une grosse rondelle d'appui une fois qu'elle vient en serrage, et puis que le serrage se fait avec la prise de passe de l'outil dans le bois. J'ai bon espoir qu'elle plaque puis qu'elle se mette donc d'aplomb.
Si c'est pas le cas, ben, je leur ferai une autre, ma foi. Par contre, pour la deuxième, je me suis dit, ben voilà, je vais tester gentiment l'un après l'autre mes tarots, puisque j'ai pas d'outils là pour mesurer les fonds de filet à l'intérieur d'un trou. Donc une fois que le premier passait, ben voilà, je me suis dit ok, le deuxième commençait à passer, j'étais donc forcément pas très loin du troisième, donc j'ai été plus doucement et le résultat est nettement plus correct. Voilà, le numéro 3 là. Il y a vraiment, c'est très faible, mais je pense qu'il faut ça quand même. Je dirais même qu'il coince un petit peu là. Donc, voilà. Ok. Autrement, pour un premier filetage interne avec le tour, là, sur celui-ci, je suis content de mon petit montage. Ça s'est pas trop mal passé. Donc c'est la fin de cette première partie. Comment dire ça? Un petit peu déçu de ma performance avec ces tarots. Pourtant j'ai déjà vu ça sur YouTube. Notre ami Abum79 a certainement une carrure différente de la mienne. Ça doit aider. Mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose que j'ai dû... Je sais pas si j'ai fait faux ou pas. Le diamètre 29,5 pour un tarot de 33, c'est ce qui est donné. Je vais laisser passer la sonnerie de l'horloge centenaire de la famille qui finit dans mon atelier. Il est midi. Où est-ce que j'en étais? Oui. Donc j'ai juste pas réussi à utiliser ces tarots. C'était vraiment trop difficile à tourner, quoi. Une force monstrueuse à exercer. Je pense peut-être que si j'avais eu l'outil, le tourne à gauche, ça m'aurait réparti la force de chaque côté du tarot, ce qui fait qu'il aurait été plus facilement rectiligne dans le trou. Là, avec la clé, c'est vrai que ça pousse toujours d'un côté, donc c'était compliqué de le garder centré. Mais voilà, ceci dit, une telle force à exercer, c'était juste pas possible. Donc voilà, au plaisir de lire vos commentaires. Je suis sûr qu'il y a 2-3 petits trucs qui me manquent là, que je vais pouvoir apprendre de votre part. À bientôt pour la suite et merci d'avoir regardé.